Au sommaire de cette édition du journal télévisé de droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des droits humains, a effectué ce lundi une visite à la prison centrale de Makala. Les pavillons 9, 10, 8 et 1 ont été visités. Objectif, s'enquérir de la régularité des détenus. La population de Siforko, victime de la démolition des maisons par la RVA, plaide auprès du tribunal pour être rétablie dans ce droit. Plusieurs familles dont les maisons ont été démolies suite au conflit avec la RVA dorment à la Belle Étoile. Samedi dernier, le tribunal de grande instance a effectué une audience foraine pour s'enquérir de la délimitation des concessions en conflit. Les détails, c'est dans cette édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette grande édition consacrée aux droits humains. Comme dit dans le sommaire, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, a effectué une visite ce lundi à la prison centrale de Makala pour s'enquérir des cas d'irrégularité des détenus et prisonniers. Dans sa suite, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Thioye, le directeur de la prison Flori Kadimba, tous ont visité le pavillon 9 des femmes, 10 des enfants, 8 et 1 des prisonniers politiques. Dieu Bungu y était pour le compte du journal télévisé de droits humains. Il est 12 heures, passé de 30 minutes, lorsque la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, franchit le seuil de la prison centrale de Makala. Dans sa suite, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdulaziz Thioye, et le directeur de prison, Flori Kadimba. Marie-Ange Mouchobekwa commence d'abord par le pavillon des femmes, pavillon 9. Ensuite, le pavillon 10, celui des enfants, avant de chuter par le pavillon 8 et 1 de prisonniers politiques. Une descente qui est ici expliquée par la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Cette action, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a recruté des avocats qui vont travailler aux côtés de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, les chargés d'examiner les dossiers des personnes qui sont détenues illégalement, des personnes qui ont déjà purgé leur peine et qui demeurent en prison, des personnes qui ont été amnistiées et qui demeurent encore en prison, et des personnes qui n'ont pas eu droit à un procès équitable. Pendant 2 semaines, ils vont travailler et à l'issue de cette mission, nous allons transmettre des conclusions au ministre de la Justice pour l'éventuelle libération des personnes qui vont le mériter. Dans sa mission d'appuyer les institutions de la République, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies affirme sa détermination d'accompagner la ministre des Droits humains pour les missions qui sont siennes. Une bonne impression, parce que c'est un projet, c'est une initiative du ministère des Droits humains et du ministère de la Justice, d'humaniser les conditions de détention, mais surtout de s'intéresser aux cas de détention comme la ministre l'a cité. Des personnes qui sont détenues sans avoir vu un juge depuis une longue période, d'autres qui finissent de purger leur peine et qui demandent en détention, d'autres qui auraient bénéficié d'une mesure de remise de peine, d'amnistie partielle totale, et qui demeurent toujours en détention. C'est le but de cette visite. Donc c'est un programme qui commence par Makala, mais qui va être étendu à l'ensemble des prisons du pays. C'est un travail qui ne sera pas facile. Nous appuyons les efforts du gouvernement dans ce sens-là et qui consiste réellement à humaniser les conditions de détention et faire en sorte effectivement que ceux qui ne doivent pas être en prison puissent être libérés. Notons que cette visite marque le lancement officiel de la campagne de monitoring de toutes les maisons carcérales à travers toute l'étendue de la RDC.
Invalidation des candidats à la présidentielle, on en parle encore. Kabengela Ilunga qualifie cette décision d'une œuvre humaine à parfaire. Il espère que la Cour constitutionnelle va donner gain de cause à ces deux requêtes contre la machine à voter et pour la participation des Congolais de l'étranger à la prochaine présidentielle. Images et commentaires. D'entrée de jeu, Maître Jean-Marie Kabengela circonscrit le but de sa démarche devant la Cour constitutionnelle. Les deux requêtes que j'ai déposées à la Cour constitutionnelle concernant respectivement la non-utilisation de la machine à voter et le défaut ou l'abstention que je qualifie de coupable dans le chef de la CENI de refuser d'enrôler les Congolais résidant à l'étranger. À quelques jours de la tenue de scrutin, une telle démarche n'entreverrait-elle pas le bon déroulement du processus électoral? Maître Jean-Marie Kabengela répond. Nous ne pensons pas que cette démarche puisse retarder la tenue des élections. On sait que les élections sont organisées au vu du calendrier électoral tel que publié par la CENI. Or, suivant ce calendrier, nulle part il est fait mention de la commande des machines à voter. Au contraire, c'est cette ajout de la machine à voter qui peut retarder la tenue des élections. L'enregistrement des Congolais de l'étranger est possible si la CENI respecte la Constitution qui réfute toute discrimination au processus électoral en cours. Parce que nos ambassades sont organisées, il y a déjà des registres de Congolais qui doivent bénéficier de la protection diplomatique. Donc je pense même l'enrôlement et l'identification des Congolais résidant à l'étranger serait plus facile. Parlant de l'invalidation de Jean-Pierre Bemba, Maître Jean-Marie Kabengela souligne que la Cour constitutionnelle devrait valider ou s'abstenir de rendre le verdict en attendant que la CPI se prononce. C'est une erreur. J'aurais même pensé que ces juristes de la Cour constitutionnelle auraient dû s'abstenir de donner l'interprétation qui leur semble bon sur l'entendement qu'il faille avoir de la sentence de la Cour pénale internationale. Il fallait d'abord maintenir la candidature de Jean-Pierre Bemba dans la course. Maître Jean-Marie Kabengela espère voir ces requêtes trouver une suite favorable. Commémoration du 20e anniversaire du statut de Rome, la République démocratique du Congo, via son vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la RDC réitère son engagement à collaborer avec la Cour pénale internationale. Images et commentaires. En tant que nation partie du statut de Rome, la RDC se dit fière d'avoir fait montre d'une coopération exemplaire pour la promotion des valeurs et principes du statut de Rome et réitère son engagement à collaborer avec la Cour pénale internationale, a déclaré mercredi dernier le vice-ministre des Affaires étrangères Agi Matembo Toto. À l'occasion de la commémoration des 20 ans du statut de Rome, placée sous le thème 20 ans du statut de Rome, bilan et perspectives, indiquant que c'est depuis le 11 avril 2002 que la RDC est devenue État partie au statut de Rome et a pu de manière éloquente exécuter son territoire, ses différents mandats lancés par la CPI et accueillir certains condamnés pour purger leur peine. Au-delà de la coopération judiciaire éloquente, la RDC participe activement aux divers travaux des différents organes de la CPI. Le pays de Joseph Kabila réaffirme sa disponibilité à mieux faire car son peuple et ses dirigeants sont fermement convaincus que la consolidation de la paix dans toutes les parties du monde par le respect des engagements des États parties. Présent à cette commémoration, Luzulu Bambilesa, conseiller du chef de l'État en charge de bonne gouvernance, a souligné que la RDC est un laboratoire judiciaire de la CPI. On sait que la RDC tire sa coopération avec la CPI dans l'article 86 du statut de Rome. Pour le Conseil de sécurité, le cours entretient des relations étroites et très complexes en vertu du chapitre 7 de la charte de l'ONU qui dispose que le Conseil peut renvoyer une situation devant la Cour pour examiner. Que vive la Cour pénale internationale.
Justice à présent, mesdames et messieurs, procès opposant la RVIA contre quelques familles des Siforco à Massina pour démolition des maisons. Le tribunal de grande instance d'Ndjili a effectué samedi dernier une descente sur terrain pour s'enquérir de la réalité des maisons détruites par la RVIA de l'avenue Siforco à la rivière Ntswenge. Merlin Kamalandoa y était pour le compte du journal télévisé de droits humains. En audience foraine, samedi 8 septembre 2018, sous un soleil accablant, point de repos pour la composition du tribunal de grande instance de Ndjili, siégeant en matière civile opposant la RVIA, le conservateur des titres immobiliers de la Tchangou et la RDC, contre les requérants Kabengela Ngolo Shanga, Lutumba Kaninda, Milonga Totokani et consorts. Pour cause, la revendication des requérants sur les concessions immobilières et cessation des troubles des jouissances et d'empiètement ainsi que des dommages et intérêts. Ici, à Siforco, dans la commune de Massina, la composition, après audition des parties, ordonne la descente sur terrain, objectif constater la délimitation de la concession de la RVIA et celle des requérants. À l'absence du conservateur des titres immobiliers, la défense parle de la violation de la procédure. Faux rétorque la demanderesse. Pour son avocat, le conservateur avait été signifié en bonne et due forme. Je n'ai pas apprécié la position du tribunal, d'autant plus que la descente, selon la décision, avant du droit, la descente était pour éclairer la religion du tribunal. Or, le tribunal ne pouvait pas descendre sans la présence du conservateur qui est le technicien de terre. C'est lui qui gère les terres, c'est lui qui maîtrise les terres. Il fallait que le conservateur soit présent, muni du plan général de ces sites, pour dire cette partie appartient à telle, cette partie appartient à telle autre personne. Mais descendre sans la présence du conservateur, moi je pense que là, il y a un problème. Et mes clients occupent cette concession en vertu d'un jugement qui n'a jamais été annulé. Et la RVIA, contre ce jugement, a démoli des parcelles des gens. Alors, pour permettre au tribunal de se rendre compte de l'étendue du préjudice causé à mes clients, nous avions sollicité du tribunal la descente. Le tribunal vient d'effectuer la descente et a constaté combien de maisons ont été détruites et combien, comme population, est sans abri. Et je pense qu'il est de la responsabilité de l'État congolais de donner des logements à tous ces gens. Mais ces gens se débrouillent, ne demandent rien à l'État congolais. Quoi de plus normal pour l'État, via le tribunal, de protéger ces gens en leur donnant un logement. A été jugé, cette descente s'est faite à défaut, c'est parce que la procédure indique que lorsqu'une partie a été régulièrement appelée et qu'elle s'abstient de comparaître, la procédure peut se poursuivre par défaut. De toutes les façons, aujourd'hui, on ne discutait pas de la validité des titres des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est la constatation matérielle. Qu'est-ce qui a été fait sur terrain? Est-ce qu'il y a eu des maisons qui ont été démolies? Là, ce n'est pas le conservateur qui devrait dire cette maison a été démolie, telle autre n'a pas été démolie. Ça, c'est la vue du tribunal. Une descente ici, saluée par la population de Siforco. Pour avoir été délogées, ces familles ont vu leurs maisons détruites, n'ayant pas où aller. Quelques familles dorment à la belle étoile, d'autres encore ont fabriqué des maisons de fortuite avec des débris de briques pour y résider et sont ainsi exposés à toutes sortes d'intempéries. Le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire pour plaidoirie. Restons toujours à Siforco. Les habitants dont les maisons ont été démolies disent être exposés aux différentes intempéries. Leurs vies sont en danger et vivent dans un état de précarité. Ces familles lancent un SOS aux autorités compétentes pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Encore une fois de plus, Merlin Kamalandoa. Ce sont les restes des briques, des tôles qui constituent des matériaux de construction de ces maisons de fortuite où vivent quelques familles dont les maisons ont été démolies. Pas d'eau, pas d'électricité sur le calvaire pour ces femmes qui sont exposées à différents risques et mettant ainsi leur vie et celle de leur famille en péril. Cette jeune femme, par exemple, est récemment opérée, convalescente, est l'une des habitantes de cette maison. Son père déplore cet état des choses et plaide pour sa réhabilitation.
Voilà, je suis une jeune fille qui a fait opération. Pendant le 17 novembre, il est là. Tout cela, la canne, la bamboula, la condition du jour. Donc, tout à toujours. Mais numéro 1, Zamende pendant toujours, toujours bon pour le Kitawa. De la PC, toujours la justice n'est pas en tout cas. Selon l'avis des témoins, parmi les maisons concessions détruites, figurent même les écoles où fréquentaient quelques enfants de Siforco. Avec cette rentrée scolaire, les écoliers risquent une année blanche si rien n'est fait. Pourtant, l'éducation est l'un des programmes prioritaires du gouvernement de la République, garanti et protégé par les instruments nationaux qu'internationaux. Et puisque le tribunal des grandes instances d'Ndjili va rendre sa décision dans le délai de la loi, beaucoup de justiciables se plaignent, se posent la question de savoir quel est le délai que doivent prendre les juges pour rendre un jugement ou un arrêt. Est-il prévu par la loi et est-ce qu'il y a des sanctions pour les récidivistes? La réponse dans ce reportage est signée Merlin Kamalandoa et Dieu Bongo. L'article 43 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire stipule que la chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé. La loi ajoute que le prononcé intervient au plus tard dans les 30 jours en matière civile, commerciale ou sociale et dans les 10 jours en matière oppressive, tandis que dans la loi spéciale créant les tribunaux de commerce, le délai prévu est de 8 jours. Alors la question que le JT de droits humains se pose, quelle est donc la loi applicable pour les tribunaux de commerce? Bisaou Mondo Cyprien, juge permanent au Tricom Gombe, nous répond. Cette réponse est logée dans l'article 6. Dans l'article 6 de la loi organique de 2013, qui dit que ici, le tribunal de commerce est dans la catégorisation des juridictions de l'ordre judiciaire. Autrement, donc, que le tribunal, sinon les tribunaux de commerce ont au moins 30 jours. 30 jours, ça c'est la loi organique, pas 8 jours. L'alinéa second de cet article 6 de la loi organique de 2013 nous renvoie à la loi 002 des tribunaux de commerce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, si vous parcourez maintenant, parce que là, au fait, il est dit que l'organisation, le fonctionnement et les différentes compétences des tribunaux de commerce, aussi des tribunaux du travail, relèvent des lois qui les créent, des lois qui les instituent. Alors, ces lois-là, sinon cette loi-là, en ce qui nous concerne, c'est la loi 002. Alors, lorsque nous interrogeons cette loi, en son article 31, il est dit que nous avons 8 jours pour se prononcer. Donc, en définitive, pour être clair, nous n'avons que 8 jours après avoir pris la cause en délibéré pour se prononcer. Malgré ce délai prévu par la loi, fort et malheureusement, les justiciables se plaignent du délai que prennent les juges pour rendre leurs décisions. Les uns parlent d'une pratique volontaire de la part de juges pour étendre des moyens auprès des justiciables, les autres parlent plutôt du manque des sanctions prévues par le législateur pour les récidivistes. Des prétentions rejetées par Bisaou Mondo Cyprien qui évoquent des raisons multiples, notamment le manque de bibliothèques dans les tribunaux pour leur permettre de se documenter et bien asseoir leur jugement, mais aussi le nombre insuffisant des greffiers. Ce spécialiste parle plutôt d'un délai raisonnable en lieu et place du délai légal, car le législateur n'a pas tenu compte des réalités du terrain. Avant de légiférer, il faut tenir en compte les paramètres, les réalités sur le terrain. Et pour ce faire, il faut interroger les praticiens, les techniciens que nous sommes. Donc on aurait dû, en ce temps-là, nous associer pour chercher à savoir est-ce que les 8 jours, c'est vraiment raisonnable. Pour le commun des mortels, sinon pour le législateur aussi, le timing commence à compter. Alors que quand nous prenons la cause en délibéré, le dossier n'est pas attribué immédiatement au juge. Donc, il revient au greffier qui a siégé avec le juge de partir avec ces dossiers pour faire ce qu'on appelle le toilettage.
quand on traîne avec les dossiers, ce n'est pas parce qu'il y a de telle autre raison. Mais un juge, c'est un humain, il n'est pas un robot. Un juge équilibré doit rendre un jugement aussi équilibré. Et pour ce faire, doit interroger le législateur afin de chercher à corroborer les faits à la loi applicable. Donc, en bref, ces retards-là n'est pas dû pour des raisons que les autres penseraient ici, je ne sais pas comment dire, mais la vraie raison est qu'il y a une difficulté d'abord sur le plan pratique, parce que quand on prend la cause en délibéré, ce n'est pas le même jour que le dossier est transmis au cabinet du juge, ça traîne encore au greffe, et le greffier a aussi ses problèmes. Prenons le cas du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Nous avons au moins 4, 5, 6 greffes, et dans chaque greffe, au moins, nous avons 2 greffiers qui sont largement insuffisants par rapport au nombre de juges. Voyez-vous, si, prenons un exemple, vous prenez en cause, en délibéré, cette cause, avec un seul greffier, demandez à ces derniers de vous rendre le dossier dans un délai légal, ce n'est pas facile. Donc, en tout cas, pour les autres, je ne suis pas leur avocat, mais en tout cas, au sein de ces tribunaux de commerce, de Kinshasa-Gombe, nous rendons nos décisions dans des délais raisonnables. Y a-t-il des sanctions pour le juge récidiviste? Et il y a des sanctions, parce que aujourd'hui, avec notre premier président à la cassation, qui est M. Jérôme Kitoko, il a un œil ouvrant. Et lui, au fait, ne blague pas. Surtout avec l'arrivée de l'actuel premier président de la Cour d'appel, M. Le Choulé. Un magistrat, un juge équilibré, mais il y a des inspections qui se préparent. Donc, quand les inspecteurs arrivent, il y a des sanctions. Ici, chez nous, on a eu, sous les rênes du premier Massoudi, on a eu à sanctionner 2 collègues pour n'avoir pas rendu les décisions dans les délais raisonnables. Les responsabilités sont donc partagées. Il revient aussi aux avocats de déposer leur note de plaidoirie dans le délai afin de permettre aussi aux juges de prendre leur position, a conclu le juge Mondo Cyprien. D'un chapitre à un autre, mesdames et messieurs, il prend de l'ampleur à Kinshasa. Le phénomène Oudjana n'est pas loin d'un fait délictueux pour maître Liévin Guibungula de la Lisadelle. Ce comportement des jeunes filles quinoises d'exposer leurs parties intimes rentre dans l'esprit de l'article 167 du Code pénal, livre 2. Il qualifie ces attitudes d'attentat à la pudeur, un fait infractionnel prévu et puni par le Code pénal congolais, livre 2. Il est au micro de Chantal Kabassoa et de Bongo. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Certaines filles de la capitale congolaise s'adonnent au business du sexe sans aucune retenue. Ces filles mineures majeures, communément appelées Oudjana, prennent plaisir à exposer leurs parties intimes en vue d'attirer les hommes vers elles pour des raisons de satisfaction sexuelle, voire de commerce charnel en vue, semble-t-il, de subvenir à leurs besoins. Pourtant, ce comportement est, selon Liévin Guibungula, contraire aux valeurs sociales protégées par la loi pénale. La loi du 20 février, si je peux avoir une bonne mémoire, avec toutes les précisions, c'est la loi numéro 016 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1960 portant Code pénal congolais. En son article 167, il est stipulé: tout acte contraire aux mœurs exercé intentionnellement et directement sur une personne sans le consentement valable de celle-ci constitue un attentat à lapidaire. Donc, tout acte, même si cet acte est volontaire, du fait qu'il est contraire aux mœurs en République démocratique du Congo, ça énerve effectivement la loi. Donc, le fait pour les femmes majeures ou mineures de se présenter dans des coins pratiquement à demi-nuit pour attirer les hommes aux fins d'avoir de l'argent constitue une infraction en République démocratique du Congo. C'est réprimé dans l'article 167 de l'actuelle loi sur les violences sexuelles. Pour cet activiste de droits de l'homme, la loi sur les violences sexuelles en vigueur en RDC est violée et toute violation devrait émouvoir l'autorité publique et mettre en branle l'action publique contre les auteurs. Toute personne qui consomme les rapports sexuels avec une fille âgée de moins de 18 ans, quelles que soient les circonstances, la fille a accepté
c'est-à-dire a consenti ou n'a pas consenti, tombe sous le coup de l'article 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant sur les viols. Alors maintenant, lorsque la fille est mineure, peu importe cet arrangement que vous vous êtes pris avec, vous êtes convenu, vous avez consommé les rapports sexuels, lorsque vous avez bien payé cette fille, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cette fille cherche à vous nuire, parce qu'elle est âgée de moins de 18 ans, vous êtes devant les juridictions, je vous dis, cette même loi dit vous devez répondre parce que vous êtes pénalement responsable du viol parce que cette fille est âgée de moins de 18 ans. Il y a de ces filles qui sont âgées de moins de 18 ans. Donc en bref, je voudrais dire que toute personne qui consomme ces rapports sexuels, même avec ce système au Jeanne, mais si c'est avec une fille mineure, lorsqu'on la traite en justice, il doit répondre il a violé. Et lorsque c'est avec un mineur, ça a aussi un caractère pénal du fait que, infractionnel plutôt je dirais, parce que le fait d'aller s'exposer, c'est contraire aux mœurs congolais quand même. Mais en attendant l'action du procureur, par quels moyens ce phénomène grandissant à Kinshasa peut-il être stoppé? La dénonciation est le meilleur moyen pour stopper l'hémorragie, affirme ce juriste. Lorsqu'une personne trouve qu'elle a moins de 18 ans, et elle est victime d'une infraction de viol, elle n'a qu'à saisir les juridictions. Mais maintenant, ce genre d'infraction pose un peu de problème parce que les filles qui peuvent être mineures, qui vont parce que pour eux, ils trouvent que c'est le moyen pour trouver de l'argent. Lorsqu'ils vont saisir la justice, ils ne le feront pas. Dans ce genre de choses, je pense que la meilleure façon d'informer l'État, soit de saisir les juridictions, il faudra dénoncer. Lorsque vous trouvez qu'il y a un coin où il y a ce genre de comportement qui se répète, il faudra dénoncer à la police la plus proche. La police pourra mettre la main. Enfin, ces gens pourront être déférés devant les cours des tribunaux. Pour rappel, Oujana est un terme swahili qui signifie tout simplement mineur. Et puisqu'il s'agit, mesdames et messieurs, là d'un fléau qui ronge la capitale congolaise, l'Association congolaise pour l'accès à la justice se dit prête à accompagner le pouvoir public à travers les actions concrètes allant dans le sens de protéger la jeune fille mineure de la capitale. Tout en décriant ce phénomène Oujana, Georges Kapiamba invite le gouverneur de la ville, mieux le ministre ayant en charge genre, enfants et famille, à prendre à bras le corps cette situation. Il est au micro de Diobongo. La lettre a été diffusée. Elle a comme objet demande d'une réunion urgente auprès du gouverneur avec l'ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans les domaines de la protection de l'enfant en général et la jeune fille en particulier, afin de pouvoir plancher, réfléchir, étudier les causes qui sont à la base du phénomène inquiétant, communément appelé dans la ville de Kinshasa Odiana, qui comporte énormément de conséquences par rapport à l'éducation des enfants, mais aussi à l'avenir des enfants ainsi que des jeunes filles. Donc voilà pourquoi nous l'avons saisi et nous attendons une suite favorable et nous sommes confiants qu'il y en aura. Comme le milieu, l'environnement de l'enfant, de la jeune fille est en train de se polluer à cause de ce phénomène, il est plus qu'urgent d'agir ensemble en tant qu'acteurs concernés et s'associer aux efforts qui seront définis par le gouverneur de la ville dans la perspective de la réunion, ou s'il y a une sorte de léthargie du côté du gouverneur, le ministère concerné peut aussi agir pour que l'action puisse être prise. Nous l'avons même mentionné dans notre lettre sans être trop prétentieux en disant que nous voulons nous imposer, mais s'il s'avérait que notre apport soit sollicité, notre participation, notre accompagnement, au niveau, par exemple, de réflexion, d'analyse ou de la sensibilisation ou de l'observation par la suite de la mise en œuvre de certaines actions, nous restons disposés à travailler avec les pouvoirs publics parce que c'est aussi dans notre obligation de collaborer avec les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des citoyens, mais si dans les cas d'espèce,
c'est pour protéger davantage les enfants, en particulier les jeunes filles mineures. Et vous devez savoir, mesdames et messieurs, que le monde a célébré le 8 septembre dernier la journée mondiale de l'alphabétisation. En République démocratique du Congo, la situation reste très alarmante. Certains enfants ou adultes, même fréquentant le milieu scolaire ou académique, éprouvent d'énormes difficultés à lire ou à écrire. N'est-ce pas, Lina Mujinga? C'est une commémoration placée sous le thème « Alphabétisation et développement des compétences ». Les compétences sont comprises dans ce contexte comme les connaissances et les compétences nécessaires à l'emploi, aux carrières et aux moyens d'existence, en particulier les compétences techniques et professionnelles. À ce titre, ici est de relever le fait qu'en RDC, il y a moins d'investissements pour rapprocher l'école du milieu professionnel. L'élève ou l'étudiant au terme de ses études est désemparé, a d'énormes difficultés d'intégrer le milieu professionnel. De même, l'analphabétisme classique, c'est-à-dire lire, écrire, compter, continue à s'observer plus dans le milieu rural et dans les grands centres, surtout chez les jeunes désœuvrés et certains adultes. Et s'il fallait ajouter l'analphabétisation numérique, la RDC est loin d'atteindre ses objectifs et loin encore le pari de l'article 44 de la Constitution congolaise qui stipule que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation de laquelle le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Le décor présente une autre réalité. L'analphabétisation est renforcée même dans le cadre scolaire ou universitaire. Cette situation démontre le déficit de qualité de l'enseignement, la démotivation du corps enseignant, la mauvaise gouvernance du secteur éducatif et plusieurs autres paramètres, notamment le monnayage de l'enseignement. Une politique de mise en œuvre et l'application de l'accord cadre de l'enseignement prouvent ici toute leur légitimité. Serons-nous indexés d'être de mauvaise foi, d'affirmer qu'en RDC, l'alphabétisation va de pair avec l'analphabétisation? À chacun d'y répondre. Droit à la santé, droit à un environnement sain, mesdames et messieurs, sachez-le que la résurgence du virus Ebola est loin de connaître un repli en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé a, dans un communiqué publié le 5 septembre dernier, confirmé un premier cas de décès dans la ville de Butembo, 4 cas suspects en cours d'investigation et 127 cas de fièvre hémorragique au Nord Kivu. Après une dizaine de vagues d'apparition d'Ebola, il y a de fortes raisons de s'interroger sur le plan d'éradication de cette épidémie. Lina Mujinga pour les détails. Après Beni, c'est le tour de la ville de Butembo, dans la seule province du Nord Kivu, où les cas de virus Ebola sont en légion en République démocratique du Congo. Aussi des coins éloignés des grandes améliorations, Ebola a pu atteindre des grands centres, voire même les villes comme Kikwit, Mbandaka. Les derniers chiffres rapportés par l'OMS au 5 juin 2018 indiquent pour l'année en cours 56 cas, dont 37 cas confirmés en laboratoire et 25 décès. Le bilan à ces jours serait de 88 morts d'après la VOA Afrique. L'épidémie continue donc à gagner du terrain. Le ministre de la Santé et les différents partenaires du secteur de la santé comme l'OMS privilégient plus de plans de riposte, d'approche et d'identifier des cas pour agir en urgence et là en exigeant beaucoup plus de moyens, aussi bien financiers que logistiques. Cette façon ne rime-t-elle pas avec le business? S'il faut admettre que les exigences de droits humanitaires justifient ces ripostes, il y a lieu de s'interroger après autant de vagues de l'épidémie, pourquoi ne serait-il pas aisé d'empêcher ces drames que de les résoudre? Vaut mieux prévenir que guérir. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette grande édition consacrée aux droits humains. Merci à vous tous qui nous avez suivis à partir de la Tchangou, mais aussi à tous ceux-là qui nous suivent sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube JT des droits humains. Je prends rendez-vous tout prochainement dans un prochain numéro. Avec le même plaisir, je vous retrouve. Au revoir.